Euh, Merci pour la mise à table, hein. Donc, effectivement, je vais vous présenter un exposé qui s'appelle Diagnostic, avec un jeu de mots, sur l'impact environnemental du numérique, que ce soit au Québec ou dans le monde, sous l'égide des Shifters Montréal. Et donc, comme l'a dit Thierry, hein, on est associé plus ou moins au Shift Project. Donc, juste pour vous dire, on est une antenne OBNL qui a été créée il y a à peu près 2 ans, avec une trentaine, disons, de membres actifs, dont l'ambition, c'est principalement de diffuser l'information énergie-climat, de produire pour cela des conférences comme ceci ou des rapports écrits. Et pour ceux qui ne connaissent pas cet écosystème, hein, donc on est la branche à Montréal des Shifters, qui sont eux-mêmes une association plutôt française d'environ 10 000 personnes, et qui est elle-même une association sœur en fait, du Shift Project. Donc c'est peut-être un peu jargon, mais c'est quand même un peu différent, voilà, le Shift Project et les Shifters. Le Shift Project, c'est une ONG, en gros, qui a été lancée par Jean-Marc Jancovici en France pour décarboner l'Europe. Donc, nous, les Shifters Montréal, vous pouvez nous trouver sur les réseaux type LinkedIn. Et aussi, comme l'a dit Thierry, hein, je suis un ancien doctorant en sciences de l'énergie et des matériaux. Et aussi, je préparais un peu le rapport sur le numérique aussi avec le Lotte Club de Montréal. Donc, je vais vous présenter en fait d'abord qu'est-ce que j'entends ou qu'est-ce qu'on entend par numérique, avant d'évacuer un peu la partie, je dirais, la moins intéressante quelque part, c'est-à-dire tout ce qui est réseau, etc., même si c'est important, mais puis on peut en fait se concentrer surtout sur les appareils en tant que tels, voir notamment au niveau des métaux, et à la fin essayer peut-être de voir quelques pistes de solutions. Donc, qu'est-ce que c'est le numérique? Déjà, première question. Est-ce que je vais mettre la fenêtre ici, parfait. Donc, en fait, quand on parle de numérique, on parle souvent des nouvelles tendances, surtout, des nouveaux mots qu'on entend partout, comme Big Data, IA, chaîne de blocs ou Internet des objets, par exemple. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ces mots-là. Et en fait, on se rend compte que quand on creuse un petit peu ces concepts-là, on se rend compte que c'est un écosystème, c'est-à-dire que les uns ont besoin des autres. Par exemple, pour l'Internet des objets, il faudra sûrement des chaînes de blocs, aussi de la portée assez courte, mais à très grande bande passante, donc de la 5G. Et donc, malheureusement, quelque part, hein, remettre en cause une des composantes comme la 5G, c'est un peu remettre en cause tout l'écosystème entier. Et ça va jusqu'à des applications finales, hein, comme les villes intelligentes ou Smart City, ou des véhicules autonomes, par exemple. Et on se rend compte aussi très vite que ces applications finales vont produire des données qui vont reboucler vers le début, donc qui vont nourrir des algorithmes, soit de big data, et aider aussi les intelligences artificielles à s'améliorer, etc. Donc, encore une fois, on est dans un vrai écosystème qui s'auto-perpétue quelque part. Donc, on ne peut pas vraiment remettre en cause seulement un des points. Donc ça, c'est un peu ce qu'on écrit dans notre premier rapport, parce qu'avant d'avoir calculé l'empreinte environnementale au Canada, etc., on s'est demandé à quel point le numérique était important, que ce soit au Québec, au Canada ou dans le monde. Et on a décrit un petit peu ces nouveaux usages en montrant par exemple qu'une ville comme Montréal, si elle devenait une ville connectée ou intelligente, elle générerait, selon Cisco, environ 200 billions de gigaoctets par jour en plus, juste pour les capteurs, etc., qu'il y aurait partout. Donc on comprend très vite que ça nous emmène dans un monde encore plus différent au niveau trafic de données que maintenant. Dans ce rapport, on essaye aussi d'analyser un peu au Canada et au Québec quelle est l'importance du numérique, et notamment, pourquoi pas parler de Montréal, hein, tant qu'on y est, puisque Montréal est une situation assez particulière, c'est le premier centre mondial pour les centres de données, hein, pour l'installation en tout cas, et aussi très fort dans les jeux vidéo, pour l'apprentissage profond, donc deep learning, etc. Pour différentes raisons, notamment parce qu'il y a un pôle nautique qui s'auto-entretient aussi, hein, dans cette ville. Il y a des faibles charges, il y a des lois intéressantes pour la protection des données, et puis surtout, il y a une électricité qui est très décarbonée, une proximité avec les États-Unis, et puis un climat froid. Donc ça, c'est plutôt pour les centres de données, ça va être intéressant, pour pouvoir refroidir naturellement les centres. On a essayé aussi de montrer dans le rapport quelques statistiques canadiennes, à quel point le Canada a promis, par exemple, à 100% des Canadiens en 2030 qu'ils seraient raccordés au haut débit, des choses comme ça, et toutes les technologies que ça implique. On essaie aussi de montrer les tendances mondiales. On pouvait considérer en 2005 qu'on avait seulement environ quelques appareils connectés.
Et puis 10 ans après, 2015, on a vu une multiplication assez importante de n'importe quel appareil connecté, allant jusqu'à la télé, jusqu'à des choses qu'on porte sur nous, comme des montres ou des bracelets, par exemple. Et on peut se demander, est-ce que, donc 10 ans après, donc 2025, est-ce qu'il ne va pas y avoir une continuité exponentielle de la multiplication de ces usages, avec en connectant à peu près tout et n'importe quoi, comme même les machines agricoles, la santé, voilà, tout ça. Et ça, on commence à le voir avec la Covid, bien sûr. Donc, en fait, on peut se demander si on n'est pas au début d'une tendance à long terme. Ensuite, on a sorti un deuxième rapport donc, sur les impacts environnementaux en tant que tels, qui voilà, reprend finalement des publications scientifiques assez cohérentes sur la question et qui divise toujours le numérique en 3 tiers. Donc, parce que le numérique, on ne va pas se le cacher, c'est surtout Internet. Donc ça va continuer un peu la définition de qu'est-ce qu'est le numérique. Internet, c'est surtout des centres de données, c'est-à-dire c'est un peu comme nos disques durs, sauf que c'est des choses qui sont concentrées dans un endroit et qui stockent donc nos données. Elles sont pas dans les nuages, elles sont vraiment sur un support physique. Et il faut bien raccorder par contre ces grands centres à nous-mêmes. Donc il y a des réseaux, donc ça peut être des câbles, ça peut être des tours d'antennes téléphone, etc. On peut l'appeler aussi le réseau Internet. Et enfin, bien sûr, le terminal, donc l'appareil que nous on utilise, ordinateur, télé, etc. Et en fait, vous voyez que pour ces 3 tiers, donc 3 catégories, on va les diviser en 2, c'est-à-dire on va s'intéresser à la phase d'utilisation, donc principalement de l'électricité, et surtout la phase de production, qui va nécessiter la fabrication de l'objet en tant que tel. Et on pourra même faire le cycle de vie avec la fin de vie, enfin de déchet que devient l'objet. Et donc dans certains cas, en fait, la production va être être beaucoup plus importante au niveau environnemental que l'utilisation. Donc on va évacuer, comme je disais, la partie que vous voyez peut-être beaucoup dans les médias, qui est assez intéressante, mais peut-être qu'on en a un peu trop fait, selon moi, et on n'a pas parlé forcément de la partie la plus impactante. Donc évacuons tout de suite cette partie réseau Internet, en parlant tout d'abord quelques chiffres. Alors, et là, je vais essayer de vous faire un peu participer dans le chat. Où vous pouvez, selon vous, quelle est par exemple la principale, l'utilisation principale de données sur Internet? Est-ce que c'est la vidéo en ligne? Est-ce que c'est vraiment le web en tant que tel? Ou est-ce que, selon vous, c'est à peu près réparti entre chaque catégorie? Et donc, au niveau données, donc trafic de données, et aussi au niveau électricité, bien sûr, que c'est corrélé. Donc, vous pouvez répondre soit dans le chat, soit n'importe où. Ça marcherait avec une conférence réelle, mais là, ça ne marche pas forcément. Et en fait, on va voir que c'est pas une question qui est si simple que ça, puisque, effectivement, quand on parle de la bande passante, on est vraiment sur 85%, c'est la vidéo en streaming, donc on a presque envie de résumer Internet à ça. Mais en fait, quand on regarde à l'intérieur des centres de données, donc des choses qui ne transitent pas vers nous, mais qui vont quand même faire des calculs pour des grandes entreprises, c'est pas mal distribué en fait entre chaque. Vous voyez, il y a réseaux sociaux, moteurs de recherche, big data, vidéo en streaming, web classique, etc. Et il se trouve que la majorité des données restent dans ces data centers, ne va pas forcément vers nous dans la bande passante. En fait, c'est 85% qui restent dans les data centers. Et donc, en fait, la réponse à la question, c'est pas mal réparti finalement entre tous les usages, mais seulement en données, parce qu'il se trouve que les data centers consomment beaucoup moins d'énergie pour traiter ou faire un calcul, si vous voulez, ou par octet en tout cas, que des réseaux, pour diverses raisons. Et donc, en fait, on s'intéresse au coût soit électricité, soit au coût carbone. Et on se rend compte que c'est bien la vidéo en streaming qui prédomine les autres. Mais c'est pas 85%, c'est plutôt autour de 60%. Donc voilà, c'est une réponse à une question qui n'est pas forcément évidente. C'est vraiment la vidéo en streaming qui est peut-être le principal problème, mais c'est pas non plus 100% du problème. Une autre chose qu'on entend aussi, c'est oui, d'accord, on consomme de plus en plus de données, mais bien sûr, il y a des progrès technologiques, donc ça pourrait compenser éventuellement. Et donc là, je vais essayer de vous présenter que pas forcément. Alors, c'est pas forcément une figure facile à lire, mais on va essayer de voir ça ensemble.
Déjà, il faut regarder les barres bleues. Donc ça, c'est la progression de l'énergie, donc de l'électricité, si vous voulez, qui a été consommée pour le trafic de données, alors soit sur les réseaux fixes, mobiles ou centres de données. Donc vous voyez que voilà, de 2013 à 2025, on a une multiplication à chaque fois de x3 voire x4 des données. Donc on a une augmentation assez importante à chaque fois sur les barres bleues. Et il y a aussi une efficacité énergétique qui progresse parce qu'on a des technologies comme la 4G, 5G, etc. qui vont s'implémenter. Mais malheureusement, vous voyez que les barres grises, donc qui seraient censées représenter le progrès technologique, ne sont pas du tout à la même grandeur que les barres bleues. Donc finalement, l'efficacité énergétique progresse en indice relatif, mais pas assez vite pour compenser l'explosion de l'utilisation des données. Et d'ailleurs, on pourrait montrer qu'avec l'effet rebond, s'il y en a qui connaissent, que c'est peut-être justement l'efficacité énergétique qui cause l'augmentation des données. Mais bon, ça, on pourrait y revenir après peut-être. Ça, c'est dans le monde. Au Canada, Québec, c'est un peu mieux. Vous voyez que les barres grises arrivent à équilibrer, voire à absorber carrément l'augmentation des données. Sauf, vous voyez, pour les data centers, c'est vraiment pas du tout le cas. Notamment le Canada, le Québec est de plus en plus un centre pour les data centers, pour diverses raisons liées au climat notamment. Donc, on a une explosion quand même à ce niveau-là. Et la partie la plus importante, selon moi, c'est surtout la partie utilisateur. Donc, nous, ce qu'on achète et on utilise comme ordinateur, téléphone, etc. Et là, vous voyez que c'est pas non plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'on a une certaine énergie, alors soit pour fabriquer l'appareil, soit l'électricité quand on l'utilise. Et là, en fait, les progrès technologiques ne sont pas très rapides, alors que le coût total en énergie augmente de façon assez importante aussi. Et donc là, on n'est pas du tout dans les clous. On a une explosion aussi de l'utilisation d'énergie que le progrès technologique ne peut compenser, que ce soit d'ailleurs au Canada ou dans le monde. Et donc, si je résume un petit peu toute l'empreinte CO2 et énergie, alors déjà une petite question en plus. Selon vous, le numérique dans le monde, on pourrait le représenter comme un pays. À votre avis, est-ce qu'il consomme 10 fois la puissance d'Hydro-Québec? Ou est-ce qu'il consomme 30 fois la puissance d'Hydro-Québec? Ou est-ce qu'il consomme 100 fois la puissance d'Hydro-Québec? Donc, dans les trois cas, c'est quand même une puissance énorme. Mais vous allez voir que donc en 2020, en fait, quand on calcule ça, je vais vous donner la réponse tout de suite. D'abord, il faut voir par rapport aux 3 tiers que j'ai présentés, quelle est la répartition. Et donc là, c'est un peu ce que je vous ai dit depuis le début. C'est que vous voyez, les appareils utilisateurs, en termes d'énergie, c'est ça qui pèse le plus, quasiment à 3 quarts. Et puis le dernier quart ou tiers est divisé entre les réseaux et les data centers. Donc c'est vraiment les appareils utilisateurs qui consomment le plus d'énergie. Et après, quand on s'intéresse, est-ce que c'est la fabrication ou est-ce que c'est l'utilisation qui prédomine, on est à peu près sur moitié-moitié. Clairement, oui, bon, peut-être un peu plus pour l'utilisation, mais voilà. Au Québec, c'est pas foncièrement différent, honnêtement, comme vous pouvez le voir sur la deuxième ligne. Et la réponse, du coup, à la question, c'était, en fait, le numérique consomme en tout 10 fois la puissance d'Hydro-Québec installée. Et donc, c'est quand même une consommation tout à fait incroyable et importante. En termes de carbone, on est grosso modo sur les mêmes tendances. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi les appareils utilisateurs, vous voyez, à 2 tiers qui vont prédominer. Dans le monde aussi, vous voyez, utilisation, fabrication, c'est à peu près 50-50. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'au Québec, c'est vraiment, vous voyez sur la dernière ligne, l'utilisation qui va être assez négligeable finalement par rapport à la fabrication. Ça s'explique plutôt bien, c'est parce que vous savez bien que l'électricité québécoise est très décarbonée. Donc, malgré le fait que les Occidentaux, en général, ont tendance à plus utiliser les appareils numériques, l'électricité n'émettant pas de carbone, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Par contre, le fait qu'ils renouvellent souvent leurs appareils en les achetant, là, ça va mettre de plus en plus d'impact carbone importé. Et donc, vous voyez que le coût de la fabrication relatif va arriver à 3 quarts du coût total en carbone. Donc, autrement dit, si on voulait agir sur quelque chose au Québec, ce serait vraiment sur la fabrication et donc, a priori, moins acheter de choses. On peut s'intéresser à un truc qui est assez amusant quelque part, c'est de se dire, OK, on a un niveau pas très soutenable pour le numérique au Québec ou dans le monde. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour revenir à un niveau soutenable?
Et en fait, on peut dire, bon, bah, pour le CO2, c'est facile, hein, puisqu'on sait pour respecter l'accord de Paris, on doit être à 2 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Et donc, on peut dire, bah, en fait, si le numérique devait faire sa part, on devrait réduire de x3 chaque utilisation pour chaque habitant du monde. Et puis au Québec, bah, vu qu'on utilise quand même plus, en tant que pays occidental, ou région occidentale, on utilise quand même plus de numérique, on devrait carrément diviser par 7 notre consommation liée au carbone, en tout cas, totale. Ça, par contre, ce serait si on voulait faire maintenant, tout de suite, dès demain. Peut-être que vous savez hein, qu'il y a quand même des trajectoires un peu plus douces qui sont portées par les Nations Unies. Ils nous disent, par exemple, qu'on doit réduire nos émissions carbone de 8% par an. Et donc, dans ce cas-là, on peut se permettre de prendre en compte les améliorations technologiques. Mais quand on fait un peu les calculs, on se rend très vite compte qu'il faudrait aller 2 fois plus vite alors soit dans les progrès technologiques, mais bon, c'est pas facile, soit dans la réduction finalement de nos usages. Donc, en gros, on n'est pas du tout dans les clous pour respecter l'accord de Paris avec le numérique. Bon, c'est des calculs qui sont de premier ordre, hein, bien sûr, puisque le numérique n'est pas obligé de décroître par rapport aux autres secteurs, ça se discute, mais c'est quand même un chiffre intéressant. Alors, ensuite, on va passer justement à la partie selon moi, la plus substantielle, c'est-à-dire les appareils que nous, on utilise. Et donc, à votre avis, hein, quel est l'appareil le plus utilisé au Québec, en fait? Est-ce que c'est plutôt le téléphone intelligent, en nombre d'appareils? Est-ce que c'est plutôt les télés connectées, les télés, ou est-ce que c'est les écouteurs hein, en sans fil, type AirPod, selon vous? Et en fait, on va voir que c'est pas pareil dans le monde ou au Québec, mais bon, c'est pas non plus très différent. En fait, il se trouve que dans le monde, l'appareil le plus utilisé en tant que tel, c'est le téléphone intelligent, avec 6 milliards d'unités quasiment. Par contre, au Québec, c'est les télés, mais c'est vraiment très proche, les chiffres, parce qu'il y en a beaucoup, déjà chez certaines personnes, on en a plusieurs chez eux, mais en plus, il y en a aussi dans les entreprises, etc. Donc ça finit par faire beaucoup. Mais en tout cas, vous voyez hein, sur cette figure en haut à droite que c'est finalement les objets connectés qui sont les plus nombreux et qui vont clairement exploser d'ici quelques années. Mais c'est quand même une catégorie un peu fourre-tout qui comprend plusieurs choses, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de dire c'est un objet. Mais c'est vraiment ça qui va représenter le plus de problèmes. D'ailleurs, dans le monde, hein, les appareils numériques, ça représente une sorte de poids que chacun transporte de 20 kg en moyenne, et au Québec, au Canada, c'est le double, donc 40 kg. Chacun à peu près une dizaine d'appareils connectés chez lui, ou en sa possession, et il renouvelle 2 appareils comme ça tous les ans, en moyenne. Bien sûr, ce renouvellement se fait avec aussi des déchets, parce que les appareils ne disparaissent pas par magie. Et donc, en fait, par an, ce serait jusqu'à presque 10 millions de tonnes de déchets électroniques dus au numérique en tout. Et ce serait 4 kilos, disons, par utilisateur. Donc, encore une fois, le double de la moyenne mondiale au Québec. Et selon la convention de Bâle, hein, si on compte vraiment tous les déchets électroniques, ce serait jusqu'à 50 mégatonnes, donc millions de tonnes, si on veut. Et en fait, les déchets numériques, c'est à peu près un quart de tout ça. Mais en tout cas, cette convention nous dit que c'est pas juste des choses qu'il faut recycler, etc. C'est aussi une perte énorme en argent. Ça représente 60 milliards de dollars qui sont un peu partis en fumée chaque année, puisqu'on ne les utilise plus. Et d'ailleurs, pour vous parler un petit peu de ces déchets, qui selon moi est un point très important quand on parle du numérique, on a toujours tendance à penser que oui, c'est pas grave, on fait des déchets électroniques, mais tant pis, parce qu'en fait, ils vont être recyclés, ils vont être captés par les filières adéquates, et puis ça va bien se passer. En fait, la réalité est un peu plus compliquée, puisque donc en Europe, en Amérique du Nord, on jette quand même beaucoup de choses. Par exemple, nos téléphones, on les garde à peu près 2 ans. Mais il se trouve que y en a quand même peu qui arrivent dans les filières officielles. Pourquoi? Parce que déjà parfois les gens les mettent dans la rue, donc ils sont récupérés par des ferrailleurs, etc. Et puis même dans les déchetteries, ça peut arriver que, en tout cas en Europe, hein, il y a beaucoup d'enquêtes là-dessus, que des employés eux-mêmes qui sont il y a un roulement permanent, et donc c'est pas des employés très fidèles, etc. Et ils vont avoir tendance aussi à être appâtés par le gain des métaux qu'il y a dans les appareils, et donc ils vont un peu détourner ces chaînes-là. Il y a plein en fait de détournements sur tous les niveaux de la chaîne. Mais quelque chose qui est beaucoup plus surprenant, c'est que même les instances légales, pour elles, c'est très très cher de recycler correctement un appareil électronique.
et surtout de recycler n'importe quel type d'appareil. Parfois, ils sont habitués, je sais pas, avec l'iPhone, etc. Mais parfois, ils reçoivent des appareils, donc ça peut du tout pas faire. Ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, c'est très tentant de l'exporter à l'étranger, en disant, bon, bah, peut-être qu'ils sauront faire à l'étranger, plutôt que augmenter les coûts localement. Et en fait, quand ils exportent comme ça, bah, ils entrent dans une filière qu'ils ne contrôlent plus du tout. Et donc, on a vraiment des trafics assez importants. Il faut savoir que les conteneurs, en fait, ils arrivent d'Asie vers nos latitudes, remplis donc, de matériel neuf, disons. Mais ensuite, quand ils repartent, bah, ils repartent quelque part à vide, vers l'Asie. Et donc, il y en a qui ont trouvé un peu la solution, c'est de les remplir de déchets, donc soit plastiques, soit de déchets électroniques, etc., pour rentabiliser les coûts de voyage. Et donc, c'est très dur, finalement, hein, pour des douaniers, par exemple, de contrôler un conteneur comme ça, qui est rempli de déchets électroniques, parce qu'ils les font passer en tant que matériel d'occasion. Et donc, comment vous pouvez tester les appareils un par un pour vérifier qu'ils marchent? C'est juste impossible. Et donc, ça passe plutôt comme ça. Et en fait, ça arrive dans des régions comme Hong Kong, où il y a beaucoup de contrôle, parce que c'est un port franc, donc les douanes sont assez faciles. Et les appareils vont un peu s'entreposer. Et puis de Hong Kong, c'est pas très dur. Il n'y a qu'un pas quelque part pour aller vers les campagnes chinoises un peu pauvres, où il y a des gens qui vont essayer de les recycler tant bien que mal. On peut aussi citer, bien sûr, Internet, où il y a des sites comme Alibaba, où ces genres de déchets se négocient assez librement. Et peut-être que vous savez aussi que ça peut finir aussi en Afrique. Alors là, c'est carrément des douaniers corrompus, tout simplement, pour aller dans des décharges, notamment au Ghana. Donc là, on a quelques images. Donc c'est un recyclage qui est fait vraiment avec les moyens du port, qui consiste finalement à brûler les cartes, les circuits imprimés pour récupérer quelques métaux précieux, et qui malheureusement aussi fait intervenir le travail des enfants, ou en tout cas de populations pauvres en Afrique et surtout au Ghana. Ce qui a pour conséquence de détériorer bien sûr la santé locale des gens et aussi de polluer l'environnement sur le local. Donc, problème sur cette fin de vie qui n'est pas près d'être résolue. Et c'est peut-être aussi pour ça que le numérique, parfois, n'est pas cher sous nos contrées. C'est parce qu'on n'a pas vraiment payé le coût de la fin de vie, quoi. Et par contre, on peut aussi s'amuser à remonter au début, c'est-à-dire comment on fabrique tout ça. Et on va voir aussi qu'il y a une exploitation assez importante au niveau des métaux. Et donc, petite question pour vous. Vous pensez que, par exemple, dans un téléphone, combien il y a de métaux différents? Est-ce qu'il y en a, disons, une dizaine de différents? Est-ce qu'il y en a une trentaine de différents? Ou est-ce qu'il y en a une centaine de différents? Selon vous, par exemple, un téléphone ou n'importe... c'est un peu équivalent maintenant avec les tablettes et tout, mais... et en fait, voilà, je vous laisse répondre dans le chat. On va voir ça tout de suite. Il se trouve qu'il y a plein de métaux différents. En fait, il y en a environ une trentaine. Alors, ça dépend, bien sûr, 30-40, mais c'est quand même un nombre suffisamment important. Et ces métaux ne sont pas présents aux mêmes endroits sur Terre, bien sûr. Si vous parlez plutôt du lithium, de l'or, etc., il y en a beaucoup en Amérique du Sud. Si vous parlez tantal, cobalt, c'est vraiment surtout au Congo ou en Afrique. Et puis, il y en a aussi beaucoup en Océanie, comme l'argent, le nickel. Et bien sûr, en Asie. Tout ce qui est terre rare, c'est surtout en Chine. L'aluminium un peu, puis l'étain. Et quand bien même ces métaux seraient extraits aux quatre coins du monde, ils vont devoir reconverger, surtout vers l'Asie, pour pouvoir être assemblés dans des composants électroniques. Donc là, on est sur des barrettes de RAM, sur des capteurs Wi-Fi, sur des composants divers et variés. Même s'il y en a certains, vous voyez, qui sont fabriqués en Europe et en Amérique du Nord, parce qu'il y a des savoir-faire aussi, il y a des usines. Mais de toute façon, même s'ils sont fabriqués localement au Canada, par exemple, ils vont devoir de toute façon reconverger vers la Chine pour se faire assembler en tant que téléphone ou ordinateur. Parce qu'il y a des usines adéquates. Et ensuite, bien sûr, de Chine, ils vont refaire un autre tour du monde pour être vendus tout simplement dans les magasins occidentaux, si on veut un peu résumer le truc. Donc, plusieurs tours du monde pour les matériaux en tant que tels, avec les coûts carbone correspondants, bien sûr. Et donc, problème aussi à ce niveau-là. Alors après, quand on s'intéresse aux métaux, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est de voir, quels sont les métaux les plus utilisés. Et donc là, en fait, c'est un chiffre qui n'est pas forcément facile à sortir, parce que, effectivement, quand on compte la masse totale de tous les appareils numériques dans le monde, qu'on essaie de faire une moyenne, on va trouver que c'est bien sûr les métaux
les plus massifs qui vont avoir le poids le plus important. Hein. Donc il y a quand même beaucoup d'acier inoxydable, donc on va avoir beaucoup de fer. Il y a quand même beaucoup d'aluminium, il y a quand même beaucoup de cuivre pour les circuits, la circuiterie. Donc ça, c'est des métaux qui vont peser énormément. Puis vous voyez qu'il y a des métaux qui pèsent beaucoup moins, comme le zinc, l'étain, etc. Mais c'est pas parce qu'ils pèsent pas beaucoup dans ce camembert qu'ils sont pas importants, parce que au contraire, c'est les métaux qui valent le plus cher. Par exemple, il n'y a même pas l'or qui est représenté ici, parce que elle est à moins de 1%. Mais l'or, c'est clairement ce qui vaut le plus cher dans n'importe quel appareil. Même s'il n'y en a que quelques milligrammes, c'est vraiment c'est aussi ce qui va limiter d'ailleurs la production. Donc, faut pas se fier juste à la masse. Et du coup, ouais, pour un peu quantifier l'impact environnemental, en fait, on se rend compte que c'est pas, vous savez peut-être, hein, c'est pas le fer qui va prendre l'impact environnemental. C'est vraiment au contraire les métaux, parfois qui sont en très petite quantité. Il y a aussi les terres rares, hein, vous avez peut-être entendu parler. Donc ici, c'est noté REE, qui sont pas du tout la majorité des métaux. C'est par exemple le néodyme, l'europium, etc. Mais c'est des métaux qui vont quand même être indispensables. Et donc, on peut s'amuser à regarder l'impact environnemental. Pour cela, il y a une métrique qui est pas mal, c'est combien on a besoin de déplacer de matière. Donc, par exemple, je veux extraire 1 tonne d'aluminium. Vous voyez que j'ai besoin de déplacer 4 tonnes de matière dans les mines naturelles, hein, par exemple. Par contre, vous voyez que pour le lithium, cobalt, etc., c'est même 100. Argent, tantal, c'est plutôt vers 1000. Et puis, or, palladium, ça monte carrément à 1 million. Donc, on a besoin de déplacer 1 million de tonnes de matière pour obtenir 1 tonne d'or, par exemple. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent, en fait, ça va ne plus être rentable de miner naturellement des métaux comme ça dans la nature, parce qu'ils ne sont pas assez concentrés. Alors que quand on les met dans des téléphones ou dans des ordinateurs, oui, il y en a que quelques milligrammes, etc. Mais peut-être qu'ils seront en fait plus concentrés. Donc le poids du métal de or dans le téléphone par rapport au poids du téléphone, ce ratio-là est beaucoup plus important que le ratio naturel. Et en fait, on peut s'amuser à calculer le gain de concentration. Vous voyez que pour pas mal de métaux, c'est x20, x100, même jusqu'à x300 parfois. Donc ça fait dire à plein d'experts que le futur de tout ça, c'est peut-être un peu des mines urbaines. Donc d'aller dans des déchetteries et de miner carrément l'or, le tungstène, etc., qui sont dans les appareils. Bon, pourquoi pas. Après, c'est une métrique qui est assez facile et peut-être trop raccourcie, parce que il y a bien sûr des alliages dans les téléphones, hein, il y a des métaux en très petite quantité, donc c'est pas forcément si facile de les récupérer, mais ça donne quand même un ordre de grandeur. Pour continuer un petit peu sur cette matière déplacée ou cette terre déplacée, on peut du coup se demander quels sont les métaux qui sont dans le numérique qui sont le plus responsables de toute la terre déplacée pour ce secteur. Et vous voyez que c'est pas du tout pareil que le camembert de la masse. Donc le numérique utilise beaucoup d'aluminium, de fer et de cuivre. Par contre, c'est plutôt l'or, l'indium et le palladium qui vont conduire à le plus de trous, si vous voulez, dans la terre, ou le plus de matière excavée. Il y a aussi un peu le cuivre, mais en tout cas, c'est vraiment ces trois métaux-là qui vont prendre le gros. Vous voyez qu'il y a aussi un peu le cobalt, un peu l'étain. Voilà, c'est un indicateur environnemental parmi d'autres, bien sûr, mais ça donne quand même quelque chose d'assez intéressant. Et au niveau, si on divise un peu ce camembert, mais pas au niveau des métaux, mais au niveau des appareils en tant que tel, ça va plus nous parler. Là, c'est plutôt les télés, hein, vous voyez, qui vont être responsables à plus de 50% de la terre déplacée. Viennent ensuite les téléphones, les PC, et puis ensuite les autres composants réseau. Et puis on peut s'amuser à calculer donc une métrique un peu finale, de dire finalement j'ai un téléphone, il fait par exemple 100 grammes et un certain volume. Combien j'ai besoin d'extraire de matière pour fabriquer ce téléphone, juste en métaux? Et en fait, il faut creuser un trou qui pèse 50 fois plus lourd que le téléphone, ou aussi un volume 50 fois plus gros que le volume du téléphone. Donc on est sur quelque chose d'assez important. Et là, on a juste compté les métaux. Juste pour vous donner un petit indicateur. Il y en a qui s'amusent à calculer un peu tout. Donc, il y a aussi beaucoup de plastique dans les téléphones ou les autres appareils. Donc, ils considèrent que le plastique, ça vient du pétrole. Donc, le pétrole, il a fallu aussi faire des trous, etc. Qu'il a fallu aussi beaucoup d'énergie fossile pour fabriquer dans les usines ce téléphone. Et donc, ils arrivent à des chiffres jusqu'à 5 fois plus grands que celui-là. Donc, on a un sac à dos environnemental, si vous voulez.
qui est vraiment très très substantiel. Donc en résumé, pour un peu tous les chiffres que j'ai présentés, hein, pour un Québécois chaque jour, l'utilisation du numérique en moyenne, donc ce qu'il utilise en électricité plus la moyenne annuelle hein, de tout ce qu'il a acheté, et puis aussi les infrastructures bien sûr communes, hein, comme les réseaux, etc. Ça représente un radiateur de 1000 watts allumé 4 heures chaque jour, aussi 7 km en voiture, donc c'est quand même presque un quart hein, du forfait carbone soutenable, donc c'est quand même un peu dommage de cramer 30% de son forfait carbone juste en utilisant le numérique, qui part assez importante. C'est aussi 12 grammes de déchets électroniques jetés, une canette, le poids d'une canette hein, de terre déplacée. Et puis il y a un autre indicateur pour les métaux qui est pas mal, c'est l'épuisement, parce que vous savez peut-être hein, qu'il y a des métaux qui sont rares ou en tout cas critiques, et donc ça conduit à un épuisement qu'on calcule en équivalent antimone. Ça va pas vous dire grand-chose, mais c'est quand même un épuisement qui est assez important, et on montre aussi qu'au Québec, c'est 2 fois la moyenne mondiale. Donc on est quand même au-dessus. D'ailleurs, je dis le Québec, hein, mais c'est valable pour beaucoup de pays occidentaux, bien sûr. Et donc, pour résumer un petit peu aussi notre dépendance aux pays du Sud, hein, je vous ai parlé des déchets. Là, on a vu la partie exploitation donc, des métaux. Alors, en fait, on peut classer sur 5-6 pays dont on dépend principalement. Hein. La Chine pour tout ce qui est terres rares, et puis d'autres comme l'étain et les zinc. L'Afrique du Sud, surtout pour tout ce qui est le platine ou les platinoïdes. Et puis, vous savez sûrement, hein, pour le cobalt, etc., c'est plutôt la République démocratique du Congo. Il y a aussi l'Australie, parfois qu'on oublie, pour le lithium ou certaines terres rares. Et puis des pays d'Amérique du Sud, Pérou, mais surtout Chili, pour lithium et cuivre. Puis j'en pourrais plus en citer d'autres, hein, comme les États-Unis un petit peu, le Canada aussi, on a un peu de cobalt, ou la Russie par exemple. Et donc en fait, on voit qu'on dépend quand même beaucoup de pays qu'on appelle du Sud pour notre apport de métaux. Donc l'Occident, quelque part, repose sur soit la Chine, soit l'Afrique pour ça. Et aussi pour la fin de vie. Donc ça, c'est le début de la vie de l'appareil, puis la fin de vie, comme on l'a vu sur les déchets. Donc on a une sorte de double dépendance ou exploitation, si on veut, des pays en voie de développement. Et puis en fait, il y en a une troisième qu'on pourrait rajouter. Donc ça, c'est plus des trucs de sociologie, hein, mais en fait, on engage beaucoup de travailleurs du clic maintenant dans des pays un peu pauvres pour soit filtrer des contenus extrêmes, soit entraîner des algorithmes d'IA. Donc c'est quand même quelque chose d'assez dérangeant et pas forcément éthiquement correct. Donc on a vraiment une triple dépendance, si on veut, hein, au niveau éthique qui est remise en cause notamment par les Nations Unies et par la Convention de Bâle. Alors bon, ça c'était juste, j'avais rajouté une slide, mais c'est vrai que c'est moins dans le sujet aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on devrait connecter, même, en tout cas, aider à la connexion à Internet tous les pays du Sud que j'ai mentionnés. Hein. Mais en fait, on peut se rendre compte que c'est pas forcément une bonne idée, puisque nous, en fait, en tant qu'occidentaux, hein, on a fait cette transition numérique, mais un petit peu quand même sur un temps assez long. Ça fait quand même plusieurs générations, par exemple, qu'on a eu plusieurs types d'appareils, donc on a eu le temps de un peu s'y habituer et puis de faire des lois correctes sur ça. Et faut un peu faire attention, hein, parce que c'est pas forcément leur faire rattraper le retard à ces pays du Sud, de leur forcer tout de suite à utiliser les nouvelles technologies. Tout ça prend du temps, je pense, et donc faut faire un peu attention dans ce qu'on fait. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait, comme je le disais au début dans le plan, pour réduire tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez important, hein, c'est de lutter contre l'obsolescence des appareils. Vous avez compris que c'était probablement la partie la plus critique. Éviter par exemple les offres téléphone à $0, tout ça, c'est quand même des choses qui sont tout à fait délétères. S'opposer à l'injonction aux gadgets constantes, ou alors au renouvellement, que ce soit matériel ou logiciel, hein, iPhone 8, 7, 10, 11, 12, mais aussi les nouveaux OS. Essayer de limiter le nombre d'appareils connectés, favoriser les choses pro-perso, donc si vous utilisez un ordinateur et à votre boulot et chez vous, c'est quand même une bonne solution, ou un téléphone pareil. Essayer de s'opposer aussi à l'injonction à toujours avoir une application pour n'importe quel usage de la vie. C'est quand même quelque chose qui se développe de plus en plus et qui est assez... ça oblige les gens à avoir un appareil alors que parfois ils n'en avaient pas. Pourquoi pas miser sur des taxes et des quotas, ça peut marcher aussi, pour diminuer la production des appareils. Si vous devez vraiment acheter neuf un appareil et vous ne pouvez pas l'acheter d'occasion, vous pouvez essayer
favoriser des marques qui sont assez, en tout cas, qui sont moins délétères que d'autres. Vous avez par exemple Greenpeace qui publie des rapports comme ça sur l'impact environnemental de chaque marque. Et puis, en général, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est vraiment les télés qui prédominaient sur les métaux et sur plein de choses. Pourquoi? Parce que les télés, c'est des écrans très très grands qui vont demander notamment beaucoup d'indium. Et donc là, on peut essayer de diminuer le nombre d'écrans, ou au moins leur taille. Et pourquoi pas passer à des projecteurs plutôt qu'à des écrans, parce que les projecteurs, c'est assez petit, compact, etc. Baisser la qualité des vidéos regardées, comme vous avez sûrement lu dans le guide qu'on vous a donné. Il y a des plugins comme ça sur les navigateurs pour parfois autoriser par défaut une certaine qualité de vidéo. Et puis, j'avais envie de rajouter que le plus important, c'est probablement d'avoir des changements systémiques. Donc, militer pour un numérique plus sobre, un Internet un peu plus limité, orienté besoin. Être sûr qu'on a suffisamment d'appareils qui sont éco-conçus, etc. Ça me paraît être là des choses d'assez importantes. Donc voilà, je vous remercie, c'est à peu près ce que je voulais dire. Je vous ai mis quelques sources pour la suite. Oui, vous m'entendez? Merci beaucoup, Maxime. Là, on est en train de te perdre, là. Ok, c'est mon PC qui est un peu bizarre, mais vous m'entendez? Oui, okay. C'est bon. Juste attends, je pense. On a eu un beau tour d'horizon. Ouais. Oui. Tu as l'air d'être encore là. Je suis là. Fait que s'il y avait des personnes qui avaient des questions, ce serait le temps. Vous gênez pas, soyez bien à l'aise. On est un petit comité. Ouais, pas de problème. Là, j'ai vu que tu avais mis le lien vers le rapport. Hein. C'est bien ça, le premier là. C'est les données de ta présentation. Alors non, je l'ai pas mis ici. C'est vrai que je pourrais le remettre. Là, le premier, c'est vraiment le rapport du Shift Project, qui a un rapport sur le numérique mondial, qui a été publié sur leur site. Notre rapport, donc à Montréal, je pourrais mettre le lien. Je sais pas comment on pourrait le communiquer, mais je peux le donner. Tu peux, si tu peux l'avoir vite, tu peux mettre dans le chat. Sinon, je peux l'avoir vite. Je vais juste, pas de problème, je le mets dans le chat. Super. Et sinon, y aurait-il des questions dans l'assistance? J'en aurais une. Oui. Déjà, merci pour ta conférence. C'était vraiment très intéressant. Moi, j'avais une question sur ta dernière partie, vraiment sur ce qu'on peut faire nous. Ouais. Et j'avoue que je trouve je comprends tout ce que tu dis, mais je trouve que c'est pas forcément à notre portée, entre guillemets. Par exemple, typiquement, les applications, c'est vrai qu'on se rend compte sur le téléphone, elles s'accumulent et c'est pas toujours nécessaire. Mais très souvent, quand on est sur Internet, ils nous redirigent automatiquement vers le téléchargement de l'application et c'est très difficile de passer à travers ça. Je trouve que parfois, ces solutions-là, elles sont... On se rend compte que, on va dire que toutes les multinationales qui sont un petit peu impliquées là-dedans font tout pour pas qu'on y arrive, entre guillemets. Ouais. Exactement. C'est bien que tu dis ça parce que c'est un point que j'ai pas abordé, tu vois, en détail par manque de temps. Mais je voulais vraiment insister sur le truc de Ça marche pas, Maxime. Ça fait du suspense. de pas trop culpabiliser le consommateur, dans le sens où c'est pas, tu vois, tout ce que j'ai présenté sur les métaux et la fin de vie des objets, c'est pas non plus notre faute à nous, tu vois, on peut pas forcément le savoir avant. Donc voilà. Je sais pas si vous m'entendez toujours. J'ai vu que c'était instable. Ouais, ça passe. Ok, là ça marche plus. Là. Ouais. Ok, on va dire que oui. Donc voilà. C'était vraiment quelque chose dont je suis tout à fait d'accord et selon moi, faut pas du tout pointer. C'est pas forcément nous, mais aussi ne pas oublier la partie systémique. Je sais pas si ce que j'ai dit est passé ou pas. Ouais, en fait, je pense que l'idée c'est que
si je comprends bien, l'idée, c'est qu'une partie de l'impact nous relève de nous, puis une autre partie relève de la société en général. C'est la partie systémique dont tu parlais, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour rejoindre ce que vous dites, bonjour, merci pour ces éléments qui sont vraiment intéressants. Il y a aussi une volonté politique aussi de vouloir changer les choses. Donc, je rejoins un peu ce que dit Solène. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, des pétitions, des façons de faire changer aussi, de montrer, nous, en tant que citoyens, notre intérêt pour qu'il y ait un changement et que ça monte jusqu'au gouvernement puis à l'économie, parce qu'évidemment, on sait bien que quand il y a des lobbies, c'est pas toujours si simple aussi. C'est un gros marché, ça, tout ça. Donc, on peut l'entendre, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi à notre niveau? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a je sais pas si c'est des pétitions ou une façon de se manifester. Ça aurait été bien d'avoir un peu des choses en mode solution. Comment on peut contribuer, communiquer, développer, partager, parce que c'est aussi une histoire de transmettre cette information puis d'en informer le plus possible. Donc, mais j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. De rien, de rien. En fait, j'aurais tendance à dire qu'il y a un levier qui est important, c'est d'en parler autour de soi, parce que tout le monde n'a pas conscience déjà des impacts du numérique. Et peut-être que ça peut faire boule de neige, que chacun se sensibilise autour de soi. C'est moins aussi des choses top-down où c'est des experts qui expliquent, d'expliquer de bouche à oreille, ça marche pas mal. Et tout ça, ça peut finir par faire effet boule de neige, quoi. Donc, chacun en fait va trouver des solutions dans son quotidien, mais pas juste en mode petit geste, pas je vais supprimer quelques mails par-ci par-là. C'est plus il va se questionner même sur son travail en tant que tel. À quel point il peut agir localement. Et ça peut remonter jusqu'aux politiques. D'ailleurs, un peu ce que fait Thierry en ce moment, il a probablement été conscientisé des impacts du numérique. Et après, il s'est demandé comment je peux faire, moi, dans mon travail, pour améliorer les choses. Et si tout le monde faisait un peu comme ça irait sûrement un peu dans le bon sens. Donc ça c'est vraiment un levier qu'on a tendance à sous-estimer, mais qui est important. Encore une fois, je ne crois pas trop que chacun va diminuer la qualité de ses vidéos, va faire moins de Netflix, etc. C'est peut-être important, mais je n'y crois pas trop. Je pense que ça ne marche pas comme ça. Et donc, je pense que le politique et le collectif est super important. Ceci étant dit, on peut se rappeler du coup que c'est les terminaux, donc les appareils qu'on achète qui sont les plus impactants. Et donc, il y a des associations comme Incertec, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez au Québec ou à Montréal, qui vous propose de vous donner un ordinateur, de vous vendre un ordinateur reconditionné ou en tout cas de vous aider à lutter contre l'obsolescence matérielle et logicielle de vos terminaux. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut soutenir en allant acheter chez eux ou en tout cas en essayant de les soutenir de n'importe quelle façon. Il y en a sûrement d'autres, mais voilà, c'est un exemple qui est pas trop mal et qui va dans le bon sens. On a une question de Chloé qui est un peu dans le même ordre d'idée, qui demande s'il y a des organisations internationales ou nationales, des gouvernements, est-ce qu'ils ne pourraient pas, par exemple, sanctionner les entreprises qui vont à l'encontre du numérique écologique? Par exemple, Apple, qui sont les champions là, pour des appareils qui deviennent obsolètes à chaque mise à jour. Oui, clairement, sauf que, en fait, on a vu historiquement que c'était compliqué. Parce que s'il y a un État qui sanctionne Apple, Apple va, ou Apple ou Google ou n'importe qui va se venger d'une manière ou d'une autre. Ou en tout cas, c'est très dur, par exemple, de leur faire juste payer des impôts. Notamment, on voit en Europe, ils vont avoir tendance à aller en Irlande, qui est un paradis fiscal pour ça. Donc rien que pour ça, c'est compliqué. Donc c'est un peu décourageant. Ils ont quand même une force de frappe qui est assez importante. C'est-à-dire que plus on utilise leurs produits, plus ils peuvent nous dire, en fait, si vous êtes pas coopératif, nous, on va pouvoir agir sur tel levier. Et donc, je pense qu'il faut beaucoup de courage politique pour imposer des choses comme ça. Et de deux, là, j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi l'utilisateur quand même qui peut jouer dans la balance, parce que c'est le premier client de Apple. Et donc, si de plus en plus de gens réclament que le numérique aille dans une certaine direction, finalement, on va peut-être pouvoir avoir un virage souhaitable. Mais je pense pas qu'on puisse juste reporter la faute sur un dirigeant et dire t'aurais dû faire ça et ça, parce que parfois on a l'impression qu'il y a des choses qui sont possiblement accessibles en tant que loi, par exemple.
Mais dans la pratique, quand on pose la question aux experts, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas du tout de leur ressort, par exemple. Il faut savoir que le numérique, donc, est apparu assez récemment, et donc il est totalement lié à un monde mondialisé. C'est des entreprises qui ne répondent que très peu à des frontières, etc. Et donc, tous leurs usages et tout ce qu'elles mettent en place ne répond pas du tout à la jurisprudence actuelle. Et on le voit bien pour plein d'usages. Et elles ont toujours un coup d'avance, finalement, sur tout ce qu'on peut mettre en place au niveau loi. Et donc, il ne faut pas oublier ça. Et donc, il me semble que le plus efficace, ce serait d'essayer de questionner leur hégémonie en utilisant le moins possible ce qu'ils nous proposent, je pense. Okay. Je vais peut-être me permettre de résumer un petit peu parce que là, il y a Cathy qui nous propose d'utiliser le moteur de recherche que j'utilise moi-même, Ecosia, qui plante un arbre à chaque recherche qui est faite sur Internet. Donc, effectivement, pour résumer, on a un paquet, nous, comme utilisateurs et comme consommateurs, un paquet de mesures qu'on peut mettre en place. Là. On peut diminuer la qualité des vidéos, regarder moins de vidéos, utiliser nos appareils longtemps, même très longtemps, ou ne pas avoir de téléphone intelligent, par exemple. Il y en a quelques-uns comme ça. Et il faut aussi qu'au niveau international ou gouvernemental, il y ait des actions qui soient posées. Fait qu'on va, je pense, on va passer maintenant. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation vraiment exhaustive, je pourrais dire, parce que plein d'impacts ont été vus aujourd'hui sur le numérique.